Ça va déjà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite introduction du débat qui nous rassemble aujourd'hui, et puis après, je laisserai la parole aux différents intervenants. Donc, le monde paysan traverse cette crise sanitaire en continuant de produire des aliments et biens de qualité à destination de la population. Véritables acteurs de nos territoires, leur contribution au paysage, à la préservation de l'environnement et au tissu socio-économique des zones rurales est vitale pour notre société. Traditionnellement, le Salon international de l'agriculture se déroule fin février, début mars, à Paris. Face à l'annulation de cet événement, qui met habituellement en exergue pendant quelques jours les problématiques agricoles, la Confédération paysanne a décidé d'organiser l'opération « Le Salon à la ferme » partout en France. Cette opération vise à rapprocher cet événement au plus près des habitants de nos territoires et à reconnecter le monde agricole et citoyen, ainsi que permettre au monde paysan de s'exprimer sur ces problématiques auprès des décideurs politiques. Dans l'Aude, grâce au soutien financier du Conseil départemental de l'Aude et de la région Occitanie, de nombreux paysannes et paysans se mobilisent pour faire de ce salon à la ferme un événement réussi. Plusieurs temps forts sont ainsi prévus. Un sujet sur la PAC, donc avec M. Éric Andrieux, que je présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure, qui nous rassemble donc aujourd'hui. Il y a aussi un atelier sur la transmission et l'installation demain à Fonquès-Cabardès. Il y a aussi demain un atelier sur la sécurité sociale alimentaire qui se fera chez un maraîcher à Seigne-à-Lins. Et enfin, samedi prochain, dans ce même lieu, il y aura un temps fort aussi sur les semences paysannes qui sera organisé toute la journée. Par ailleurs, vous pourrez aussi aller à la rencontre de paysans directement sur leur ferme. Lors des fermes ouvertes, il y a notamment à Montolieu, Connette-sur-Loquet, Maisons, Luc-sur-Aude, Cône-Minervois, Alaigne ou Puy-Vert. Avant d'introduire le sujet d'aujourd'hui, nous tenions à remercier les élus du territoire et de leur présence. Alors, il nous semble avoir vu M. Pierre Durand, qui est ici, merci à vous, qui est maire de Limoux, président de la communauté de communes du Limouxin et du PETR Vallée de l'Aude. J'ai cru voir M. Philippe Andrieux, qui est là aussi, maire de la commune de Pieux et élu au conseil régional de l'Occitanie. Et j'en oublie peut-être certains, et je salue aussi Jacques Galantus, président du CESE, qui est ici. Désolé pour ceux peut-être que je n'ai pas vu ou que je ne connais pas. Si vous voulez vous présenter par ailleurs après, il n'y a pas de souci. Il y a une dame du conseil municipal là-bas. Ah, très bien. Oui, effectivement. Excuse-moi. On m'avait dit qu'il y avait plusieurs membres du conseil municipal. Donc, Limoux est représenté en farce, avec plaisir de vous accueillir. Nous allons aujourd'hui parler des oubliés de la PAC. La politique agricole commune est un sujet régulièrement traité dans les médias, d'autant plus en cette période des négociations de la prochaine programmation 2023-2027. Cette politique agricole, qui façonne l'agriculture européenne depuis bientôt 60 ans, bénéficie du principal budget européen. Régulièrement décriée, la PAC met en exergue les différences de vision du développement agricole. Malgré quelques acquis gagnés de grandes luttes, la Confédération paysanne revendique un autre modèle de la PAC qu'elle juge inégalitaire. Pour illustrer ces inégalités, on cite souvent le fait que 80% des aides ne profitent qu'à 20% des exploitations agricoles. Bien que la dernière réforme de 2014 ait sûrement permis de réduire certaines inégalités, plusieurs études et évaluations attestent du fait qu'elles perdurent. La Cour des comptes française publiait en octobre 2018 un référé sur le premier pilier de la PAC. En voici un extrait. À l'issue de ces travaux, la Cour a constaté que le mode de répartition de ces aides, facteur de forte inégalité, n'a plus de justification pertinente et que les effets de ces aides sont au mieux incertains, que ce soit au regard du revenu des agriculteurs, de l'économie, des exploitations ou de l'environnement. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de rendre visibles et concrètes ces inégalités. Pour éclairer les débats, nous avons le plaisir d'accueillir un Audois qui porte une voix importante au Parlement européen, M. Éric Andrieux, député européen depuis 2012 au sein du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, membre et ancien vice-président de la Commission agriculture et développement rural du Parlement européen et actuellement rapporteur sur la réforme de la politique agricole commune. On peut lire notamment sur votre site que vous plaidez en faveur d'une réforme rapide et en profondeur de la PAC, qui ne satisfait plus aujourd'hui ni les agriculteurs ni les consommateurs et doit répondre aux défis alimentaires, environnementaux et climatiques du XXIe siècle. Vous militez pour la sortie du glyphosate et souhaitez une évaluation des effets des accords de libre-échange sur l'agriculture européenne. 3 paysans de la Confédération paysanne de l'Aude se sont installés autour de vous pour porter la voix de ces oubliés de la PAC et partager les revendications de ce syndicat agricole pour une PAC plus juste. Il y a donc Michel David, je ne sais pas s'il faut que je te présente Michel, je pense que tout le monde te connaît ici. Paysan retraité, ancien éleveur bovin dans les Corbières, membre du comité départemental de la Confédération paysanne de l'Aude et de la commission PAC au niveau national. Militant de la première heure sur de nombreux sujets, dont celui de la reconnaissance des petites fermes.
Il y a Patrick Pern, maraîcher à Bugarache, installé sur une petite surface, secrétaire départemental de la Conf de l'Aude, membre du comité national de la Conf et de la commission nationale des fruits et légumes. Et enfin, Mathieu Devergne, vigneron à Saint-Polycarpe, co-porte-parole de la Confédération paysanne de l'Aude, membre du comité national de la Confédération paysanne et du CA de la Chambre d'agriculture occitanie. Enfin, je me présente quand même. Donc, moi, c'est Thomas Galland, c'est moi qui vais animer ce débat. Je suis salarié de la Maison paysanne de l'Aude et ancien membre de l'équipe CAPAI, qui est une cellule de veille et de formation sur la politique agricole commune à Montpellier-Supagro, qui a été fondée par les chercheuses Sophie Toyer et Pauline Lécole. Donc, messieurs, je vais bientôt vous donner la parole, mais avant ça, je présente juste le déroulé de cet après-midi. Nous allons être ensemble donc, durant, maintenant plutôt 1h30, puisqu'on a pris un peu de retard. Dans un premier temps, nous donnerons la parole à M. Andrieux, puis à tour de rôle aux 3 représentants de la Conf. Nous enchaînerons ces témoignages durant 45 minutes, puis nous passerons à un temps de questions-réponses d'1 heure. Merci donc de noter vos questions. D'abord, ces personnes parleront, puis ensuite, on prendra un temps d'échange durant 1 heure pour faire les questions-réponses. Les échanges, normalement, sont filmés en direct. Alors, je ne sais pas si, Olivier, ça fonctionne bien ou pas. T'as pas de retour négatif. On a eu un petit retard à l'allumage, désolé. Donc, pour ceux qui suivent depuis la vidéo live, c'est possible de poser vos questions dans le chat directement sur YouTube. Olivier notera les questions et les posera au moment de prendre les questions. Monsieur Andrieux, je vous laisse donc introduire ce débat en nous présentant l'avancée actuelle des négociations et vos points de vue sur le thème des oubliés de la PAC. Merci. D'abord, je voulais remercier. Il faut garder le masque, on peut le retirer. Ah. Pour une meilleure audition, je pense que vous pouvez permettre de le retirer. Donc après, normalement, je connais un occitan, donc je ne peux pas que tout le monde soit perdu. Donc, merci d'abord donc, à la conf de l'organisation de ce bel événement, d'abord, au niveau national, je crois que c'est important de le dire. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est le grand remerciement. Puis merci, je salue Pierre, donc, Durand, qui est là, en tant que maire de Limoux. C'est intéressant, et Philippe Andrieux aussi, donc, et vous toutes et vous tous, hein, Jacques, etc. Mais on était ensemble déjà au moment de l'inauguration de cette belle maison, et je trouve que c'est intéressant de voir que la maison, au-delà de l'inauguration, finalement, elle vit et elle traite des sujets ô combien importants et stratégiques pour l'avenir de notre alimentation et l'équilibre de nos territoires. Donc, la proposition d'intervenir sur les oubliés de la PAC, ça, les 3 intervenants, je le préciseront tout à l'heure, il est encore mieux que moi, certainement, sans doute, et du point d'étape où nous en sommes de la réforme. Je me rappelle, lors de l'inauguration, je m'étais déjà exprimé sur le sujet, en vous disant, voilà, on n'avait pas encore voté la réforme au sein du Parlement européen, et je vous avais dit à ce moment-là que si la réforme ne correspondait pas aux orientations telles que je l'imaginais, je voterais contre, voilà, ce que j'ai fait, voilà, je le dis ici, puisqu'il y avait des gens qui étaient présents à ce moment-là, mais la démocratie étant ce qu'elle est, donc mon vote n'a pas suffi à me permis d'aller jusqu'au bout d'une expression et d'une conscience relative à cette réforme. Sur la question des oubliés, j'y viendrai tout à l'heure, de la réforme, nous en sommes où aujourd'hui? Nous sommes en plein moment où, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'initiés ou pas d'initiés, j'ai essayé d'avoir un propos médian pour que tout le monde puisse se trouver. Et après, dans le jeu des questions, je me prêterai bien sûr à répondre, le cas échéant, à des problématiques plus techniques ou plus précises. Parce que si j'attaque par la technique, on va perdre beaucoup de monde et ça serait dommage. Déjà, sur la structure de l'organisation de la PAC, faire un peu de pédagogie, comment ça fonctionne en 2 mots. Il appartient au chef d'État, on va dire ça comme ça, donc, de donner les grandes orientations. C'est le premier acte. Sur ces grandes orientations, je vais faire très vite, un résumé rapide. Il est du ressort de la Commission européenne, qui a ce qu'on appelle dans le jargon européen le pouvoir d'initiative, donc d'écrire, de formaliser, après avoir évalué la PAC actuelle. Voilà. C'est une vraie première question me concernant, parce que moi je considère que la PAC actuelle n'a pas réellement été bien évaluée par la Commission européenne avant de faire une nouvelle proposition sur la PAC sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, ce qui est un sujet en soi. Déjà, on peut commencer par ça tout à l'heure dans vos questions. Mais normalement, en théorie, la Commission évalue la PAC qui est en cours pour faire des propositions donc, pour la nouvelle réforme. Et elle évalue au regard d'un contexte, je dirais, local, national, européen et international. Pour moi, cette évaluation-là n'a pas eu lieu réellement, c'est un premier sujet d'ailleurs, et donc, mais la Commission, elle commence à formaliser
et à proposer ce qu'on appelle une communication, c'est-à-dire un grand texte dans lequel on commence à déterminer ou à déceler les grandes orientations de la future réforme. Sur cette communication de la Commission européenne, le Parlement européen se saisit de cette communication et produit à son tour ce qu'on appelle un rapport d'initiative. C'est-à-dire, donc, il dit, voilà, en gros, sur ce que vous proposez comme grandes orientations, je suis d'accord, je suis pas d'accord, et je fais des contre-propositions. Et sur la base de ces deux documents, la Commission européenne reprend la main et produit le premier texte matriciel de ce que va être la future politique agricole commune. Et c'est ce texte-là qui va être envoyé à la fois au Parlement et à la fois au Conseil européen, c'est-à-dire les deux co-législateurs, parce qu'il y a deux co-législateurs qui co-légifèrent pour déterminer la politique agricole commune. Et donc on a, je dis ça de façon imagée, en fait il faut bien imaginer, prenez une feuille blanche, c'est qu'on appelle le document 4 colonnes, voilà, pour faire simple, vous avez une première colonne dans laquelle il y a le texte de la Commission européenne, une seconde colonne dans laquelle il y a le texte de la Commission européenne amendé par le Conseil européen, c'est-à-dire les 27 ministres. Alors, c'est pas tout à fait le Conseil de l'Union européenne, pour être précis, puisque c'est les ministres qui se retrouvent, les ministres de l'Agriculture, évidemment, qui vont amender le texte de la Commission. Dans la troisième colonne, c'est le texte de la Commission amendé par le Parlement, voilà, et la quatrième colonne, elle est blanche, voilà. Et donc là, à ce moment-là, donc quand les textes sont votés par le Conseil et par le Parlement, nous au Parlement, par exemple, nous avons voté nos amendements, pour faire vite, au mois de décembre 2020. Et depuis le mois de décembre 2020, même avant, d'ailleurs on a commencé avant, ou avant, je crois que je me trompe de date, là, bref. En fait, une fois que c'est voté par le Conseil et le Parlement, on se retrouve dans des instances de travail qui s'appellent des trilogues. Voilà. Nous sommes 3, comme son nom l'indique, c'est-à-dire le Conseil, les deux co-législateurs, le Parlement et la Commission. Et donc le but du jeu, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est d'essayer de faire converger les positions du Parlement avec celles du Conseil européen, les deux dernières colonnes. Et donc petit à petit, ligne à ligne, mot à mot, j'ai envie de dire, virgule après virgule, on remplit la quatrième colonne en essayant de faire converger la seconde et la troisième colonne. Et c'est ce texte-là qui, in fine, sera le texte de la PAC, qui sera voté par les deux co-législateurs et qui s'appliquera par la Commission européenne, donc sur le terrain. Voilà schématiquement comment ça se passe. Et nous en sommes où en ce moment? Nous en sommes dans ces réunions de trilogue, donc, où on a commencé ces réunions-là avec la présidence allemande. Vous savez qu'au niveau du Conseil européen, il y a une présidence tournante tous les 6 mois, c'est-à-dire que de juillet 2020 à décembre 2020, c'était l'Allemagne qui avait la présidence du Conseil, d'accord? Et depuis le 1er janvier 2021, c'est le Portugal qui préside donc le Conseil européen. C'est-à-dire que la structure de la PAC, le dossier PAC, il est organisé autour de 3 grands rapports, donc, qui s'appellent les plans stratégiques. On va en parler donc certainement tout à l'heure. Le second rapport, il n'y a pas d'ordre, mais il y a un rapport qui s'appelle le volet horizontal, c'est-à-dire la partie de la mise en œuvre de la PAC, des éléments de suivi, d'évaluation, et qui gère maintenant la partie réserve de crise. Voilà. Et le second rapport s'appelle le rapport OCM, c'est le rapport sur l'organisation commune du marché. Et donc, ces 3 rapports au sein du Parlement sont portés par 3 rapporteurs principaux. Donc voilà, Peter Jahr pour le rapport plan stratégique, Ulrike Müller pour le rapport horizontal et moi-même pour le rapport OCM. Voilà un petit peu comment ça s'organise. Donc, c'est nous qui avons la responsabilité pour le Parlement de faire évoluer. Donc, voilà. Donc, dans les trilogues, concrètement, il y a le représentant du Conseil, le Portugal, la présidence, il y a la Commission, et il y a, alors je vais parler de ce que je connais le moins mal, le rapporteur principal, avec les rapporteurs des autres groupes politiques, mais qui ne s'expriment pas. Et c'est le rapporteur principal qui porte la parole du Parlement. Voilà. Et donc, on est dans les négociations. Alors, des trilogues-là, il y en a, moi, j'ai proposé qu'il y en ait un par mois, donc il peut y en avoir plus ou moins, donc voilà. Et on privilégie, nous, entre les 2 réunions, c'est les réunions politiques, évidemment. Et donc, entre ces réunions-là, donc, se réunissent les comités techniques interinstitutionnels pour essayer de faire avancer les positions des uns et des autres. Voilà globalement comment ça fonctionne. Où nous en sommes aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un principe de base, il faut que vous sachiez dans la construction de la loi européenne, c'est que tant que tout n'est pas je connais le moins mal, mais c'est le cas pour les plans stratégiques, je pourrais aller dans le détail si vous le voulez tout à l'heure. Nous, on a défini 4 grands blocs au sein de l'OCM, de l'Organisation commune du marché. Il y a le bloc 1 qui s'appelle gestion de crise, c'est-à-dire donc la gestion des éléments de régulation. Alors bon, on rentrera dans la technique tout à l'heure, je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans, mais évidemment avec plaisir. Le bloc 2 qui est le bloc 20, donc IGP et IGP d'ailleurs, voilà. Le bloc 3 qui est le bloc organisation des producteurs,
de la production. Donc, voilà, ça va de l'interprofession aux OP, donc voilà. Et dans le bloc 4, on va avoir le POSEI, c'est-à-dire les aides donc, aux régions ultra-périphériques, on va avoir le fruit et le lait dans les écoles, on va avoir l'appellation des viandes, vous savez, l'histoire des hamburgers, etc. Donc voilà, c'est un élément. Donc c'est un petit peu un bloc, un petit peu où on traite de, comment dire, des éléments périphériques essentiels, mais voilà. Et donc aujourd'hui, on avance bloc par bloc. Et donc, par exemple, nous, on a beaucoup avancé sur le bloc 2, qui est le bloc 20 pour l'OCM, où il semblerait, je vous donne des informations un petit peu de première main, que l'on ait gagné le combat sur la question des autorisations de plantation. Alors, je ne vais pas rentrer tout dans la technique, mais on ira tout à l'heure, parce qu'il y a un vigneron, donc voilà. Il semblerait que alors ça veut dire quoi? Que les autorisations de plantation, elles étaient permises jusqu'à 2030. Et là, je sens que je vais dans le détail, mais bon. Et donc, on aurait gagné le combat jusqu'à 2045, je m'arrête là. On aurait gagné le combat sur le vin désalcoolisé, sur l'étiquetage, sur le maintien comment dire, le maintien en l'état de ce qu'on appelle les cépages interdits. Pour faire vite, hein, c'est les Herlemont, Clinton, Isabelle, etc. Bon, voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, au nom de la diversité du vignoble, du réchauffement climatique, des hybrides. Bon, là, on ne va pas entrer trop dans la technique, mais voilà. Mais ça, vous savez, on l'avance. Dans les trilogues, on ne décide pas, le Conseil dit, je prends la décision, la proposition du Parlement, je vais proposer ça au ministre dans ce qu'on appelle les CSA, c'est les conseils des ministres donc, européens. Le Conseil des ministres valide, ensuite il y a des problèmes juridiques. Voilà, on avance pas à pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que rien n'est décidé. Dans aucun des trois rapports, quasiment rien. Voilà. C'est-à-dire que sur les plans stratégiques, par exemple, les plafonnements, tout ce qui est de la définition de l'agriculteur actif, tout ce qui est donc du montant de l'éco-scheme, le pourcentage de l'éco-scheme dans le premier pilier, l'écosystème. Je ne veux pas trop aller là-dedans. Voilà, c'est difficile de ne pas parler de la technique. En gros, ce qui est acté, c'est les grands ensembles, si vous voulez. Mais là, on est dans les discussions, donc, où tout chemine. Et c'est vrai pour les trois rapports. J'ai presque envie de dire que, alors que nous, on nous taxait d'être les plus en retard, l'OCM, finalement, on est ceux qui avons acté le plus d'éléments de décision entre le Conseil et le Parlement, au jour où je vous parle. Et j'ai eu encore les rapporteurs fin de semaine dernière. Si vous voulez, les choses ne sont pas fermées, quoi, voilà. Mais on voit les tendances se décider, mais rien n'est décidé réellement. Alors, je ne sais pas si je vais au-delà, je regarde l'animateur, ou si ça va, après on ira. C'est parce que je peux donner un peu un cadre général. Dites-moi. Peut-être que vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails par rapport au sujet que vont aborder les agriculteurs derrière, autour des inégalités, on va dire, de la PAC, qui ont été soulevées au fur et à mesure de sa constitution. Bien sûr. Et peut-être comment ça s'inscrit dans la réforme, par exemple. Mais moi, je suis très critique, hein, vous le savez, sur cette réforme-là. Moi, je considère que c'est pas. Alors là, je vais changer un peu de registre. Hein. Là, j'essaie de me faire le porte-parole du travail du Parlement, mais je vais parler de mon registre plus militant et engagé. Je suis très critique de cette réforme-là, qui pour moi n'est pas une réforme. Voilà. Pour moi, une réforme, c'est pour ça que je revenais dès le départ, sur la question de l'évaluation. Quand on met en place en perspective une politique publique, parce qu'en fait, il s'agit d'une politique publique agricole, donc voilà, il faut qu'on ait l'humilité de faire une véritable évaluation de l'existant. Moi, je pense que cette étape-là, elle a été tronquée. C'est mon analyse et mon point de vue, voilà, donc je vous la livre, et à celles et ceux qui nous regardent. Et de ce fait, en fait, ce qu'on a devant nous, c'est une réforme que je qualifie d'administrative. C'est-à-dire, ce n'est pas une réforme d'ordre politique. D'ailleurs, on voit bien quelle est attention. C'est-à-dire, il faut savoir que cette réforme-là, le texte initial de la Commission remonte à 2018. Nous sommes en 2021. Or, depuis 2018, d'ailleurs, il s'est passé pas mal de choses. C'est-à-dire que la nouvelle Commission a pris conscience des enjeux supra-agricoles, supra-territoriaux, supra-alimentaires. Et puisqu'on a posé la question du climat, qui est assez récente dans le temps, donc, hein, et puisque la Commission et nous avons validé un grand objectif européen qui s'appelle le Green Deal, le pacte vert, avec le grand objectif commun de parvenir à un continent neutre en carbone en 2050. C'est-à-dire donc toutes nos politiques publiques avec des objectifs intermédiaires, hein, 2030, donc voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que tout cet objectif commun, comment dire, de lutte contre l'émission de gaz à effet de serre doit ou devrait percoler toutes nos politiques publiques. D'accord? Et alors, vous voyez le calendrier, 2018, écriture du texte de la PAC. 2019-2020, texte sur le Green Deal. Et ensuite, le Green Deal s'est décliné en deux objectifs stratégiques. Ce qu'on appelle Farm to Fork, la stratégie Farm to Fork, c'est-à-dire de la ferme à la fourchette,
où c'est là où on va dire qu'on va diminuer jusqu'à 2030, à 2030, 50% des pesticides, on va développer le bio à 25% des SAU, on va diminuer les antibiotiques, etc., etc. Ça, c'est Farm to Fork. Et puis, il y a une stratégie de reconquête de la biodiversité. C'est les deux grandes stratégies qui servent la grande stratégie matricielle qui est celle autour du Green Deal. Mais normalement, en politique, moi j'ai toujours appris ça, je parle de mes collègues, on fixe des objectifs, c'est vrai pour la municipalité, comme l'intercom, comme un département, une région, l'État ou l'Europe, et ensuite on met en place des moyens pour atteindre les objectifs. Voilà. Là, si vous voulez, on est un petit peu dans une stratégie de pyramide inversée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a défini le cadre de la PAC, en 2018, et ensuite, depuis, on pédale, c'est pour ça que j'ai voté contre, pour être clair, et en fait, parce que je considérais dès 2018, avant que le Green Deal existe, que la PAC n'était plus adaptée en matière de revenus agricoles, en matière de lien entre l'agriculture, l'environnement, l'aliment, la santé, la biodiversité et le climat. Donc voilà, moi je n'ai pas changé de discours hein, depuis 2018, je suis toujours sur la même ligne, hein, c'est comme ça. L'histoire semble me donner raison, mais on n'est pas encore au bout. Donc on a un outil qui s'est formalisé, parce que ça se traduit en articles, en mesures, etc., etc. Et puis à côté, on a défini des grands objectifs. Et depuis là, on essaie de faire de la contorsion pour faire, lier, si vous voulez, les moyens aux grands objectifs. On a du mal. Voilà, pour être concret. Donc, je ne dis pas que cette PAC, elle est plus mauvaise que la dernière, mais dans tous les cas, de mon point de vue, elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Et donc, pour revenir à votre question, ça veut dire, certainement, nous l'avons vu, on voit bien la chronologie de l'évolution du modèle agricole, quoi. Et on revient au moment où ça dérape, quoi. Et la PAC, la politique agricole commune, elle a été captée, c'est ma lecture, hein, par l'industrie et l'agro-industrie et la chimie. Et on voit bien, c'est bien expliqué, le rapport au soja, comment on met les intrants, comment on a du productivisme, blablabla. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on en voit les limites. Les limites en matière de santé humaine, les limites en matière d'impact sur la biodiversité, les limites en termes de revenus et de territorialisation. Et que donc, effectivement, une grande majorité d'agriculteurs aujourd'hui, avec des niveaux divers, mais dont vous, la Cour, c'est pas. Voilà. Vous, il y a longtemps que vous avez pris conscience, mais prendre conscience qu'il faut qu'on aille vers un changement de modèle. Or, aujourd'hui, la Commission européenne, elle est toujours dans une approche très dogmatique, c'est notre combat du quotidien, où elle a une vision très libérale. C'est-à-dire que depuis 1992, depuis donc l'entrée de la PAC, ce qu'on appelait le GATT à l'époque, donc, hein, qui est devenu l'OMC, si vous voulez, donc où on est allé sur les marchés mondiaux, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, c'était expliqué hein, dans le documentaire, c'était intéressant. Ça veut dire qu'on a considéré, je schématise tout ça, que l'agriculture sortait de cette logique de bien commun et devenait un bien concurrentiel comme un autre, comme les avions, comme les bagnoles, excusez-moi l'expression, et que dans les accords de libre-échange, tout ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, donc, hein, ben, c'est plus adapté au moment que nous vivons les uns et les autres. D'ailleurs, donc ça veut dire quoi? Qu'on a une lutte d'influence aujourd'hui où il y a les tenants du marché ouvert, voilà. Et aujourd'hui, l'Europe, je veux dire ça comme ça, la Commission européenne, mais avec l'aval du Parlement et voilà, pas de moi. Donc on a supprimé tous les outils de régulation, sauf pour la viticulture. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que l'économie agricole qui marche le moins mal, je ne parle pas du contexte du Covid, c'est l'économie viticole, globalement, par rapport à tous les secteurs, si vous voulez. Donc, hein. Alors nous, on dit, attendez, les 1% de plantation, les autorisations de plantation, ce sont des outils de régulation. Et donc là, la Commission est un peu embêtée parce qu'elle est prise un petit peu et c'est pour ça qu'ils voulaient les supprimer, donc on va les maintenir, on a gagné le combat. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils disent aujourd'hui, on a un gros sujet avec eux sur la division de gestion de crise. Si vous voulez. Pour eux, en 2008, il n'y a pas eu de crise de lait. Parce qu'en fait, ils gèrent, comment dire, une crise en agriculture, comme dans tout secteur, hein, c'est un problème entre offre et demande, quoi. Hein. Et nous, la crise du lait, effectivement, qu'on a vécu, nous, dans nos territoires, c'est que les petits disparaissent. Quand vous avez trop de production, si vous voulez, il y a plusieurs façons d'intervenir. Eux, leur façon, c'est de dire, ça va se réguler tout seul. Oui, évidemment. Les petits foutent la clé sous la porte, si vous voulez, et à la fin, il ne reste que les gros. Il y a moins de volume, quoi. Effectivement, on a objectif atteint, ils vous disent. Mais en attendant, on a tué, excusez-moi l'expression, des centaines et des centaines d'agriculteurs. C'est pas ma façon de concevoir l'agriculture. Voilà. Et donc, moi, je dis, non, il faut remettre des outils de régulation dans mon rapport au CM. Et je dis, le marché agricole, il est structurellement instable. Il faut arrêter d'être sur des dogmes en disant que le marché s'équilibre. Non, c'est totalement faux. Donc, si vous voulez garantir aujourd'hui une économie agricole, ça implique 3 facteurs, de mon point de vue. C'est le facteur donc, de la gestion de l'importation. Voilà, donc ça veut dire quoi? Qu'il faut, nous, on a l'article 200, je vais vous renvoyer à nos articles, hein, comment dire, bis, si vous voulez, qu'il faut que les produits importés sur le sol européen répondent aux mêmes normes environnementales et de santé pour le 218 terres et aux mêmes normes sociales pour le 214. Donc voilà, et si vous voulez, là on n'y est pas aujourd'hui. Et là on nous dit, attention, c'est pas
OMC compatibles. Alors qu'au même moment, les règles de l'OMC sont en train d'être revisitées. Alors qu'au même moment, au sein de l'ONU, il y a des rapporteurs principaux, là, aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à le lire, un gars qui s'appelle Michael Fakhri, donc, qui a écrit un rapport sur le droit à l'alimentation, qui dit il faut sortir l'agriculture des accords de l'OMC. Ce que je dis moi depuis des années, si vous voulez. Donc, hein. Parce que quand je dis aux responsables européens, mais est-ce que vous avez lu, parce qu'ils sont nouveaux, ils n'étaient pas là avant de l'écriture des rapports, les rapports donc agricoles de l'OMC? La plupart, c'est non. Alors je leur donne, je dis voilà, lisez. Et on se rend compte que dans les accords de l'OMC, on ne prend jamais en compte la dimension humaine ou territoriale ou économique, on prend que la dimension économique et financière. Donc, si vous voulez, on est sur des enjeux qui sont très du moment aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, donc, en fait, la PAC aujourd'hui, elle est en plein paradoxe. Et nous, on pointe les paradoxes de la Commission européenne, où on lui dit, mais vous enlevez tous les outils de régulation. Donc, ça veut dire quoi? Que vous encouragez toujours plus la concentration. Je reviens sur les petites fermes, là, pour le coup, donc, hein. Et donc, de l'autre côté, la DG Envie, c'est la DG Environnement de l'agriculture, prône le Green Deal, Farm to Fork et biodiversité. Et donc, ça ne marche pas. Parce que vous, d'un côté, vous continuez à déréguler, et donc il n'y a que la concentration possible, et Farm to Fork nous dit l'inverse. Il faut aller sur les petites unités, sur l'économie circulaire, l'économie de proximité, les circuits courts, la valorisation, supprimer les intermédiaires, etc., etc. Bon, aller raccourcir les circuits entre le producteur et le consommateur, etc. Donc, ils sont sur deux approches totalement antinomiques. Ils sont en plein à l'approche, je dirais, c'est injonction paradoxale, je leur dis souvent. Donc là, on est dans ce moment-là. Et nous, on est là en tant que vous représentants, donc pour leur dire non, ça ne va pas, les gars. Parce que du coup, donc, et alors, du coup, ça veut dire quoi? Que quand je dis qu'il y a, après il faut que je m'arrête, hein, mais quand je dis qu'il y a, comment dire, qu'il y a un vrai problème par rapport au sujet que vous portez sur les petites fermes, que le résultat de la PAC, si vous voulez, qui est à 1260 euros, je crois ça, ou 1250 euros par exploitation, par petite exploitation, si vous voulez, et je vois comment ça s'organise aujourd'hui, quand je vois les problèmes qu'on a avec les maraîchers, par exemple, donc, où vous revendiquez, vous, du couplage pour le maraîcher. Évidemment que c'est une évidence, évidemment qu'il faut aller vers ça. Mais moi, je critique beaucoup, vous le savez, le paiement à l'hectare, hein, c'est les paiements de base, donc, hein, et dans la structure qu'on a sous les yeux aujourd'hui, la structure de la PAC sur laquelle on travaille est la même que celle sur laquelle on était, là, celle qu'on finit. En gros, c'est 60% de paiement de base, 30% pour, entre guillemets, l'écologisation de l'agriculture, d'accord? Et on a un peu de MAEC, si vous voulez, où globalement, on a un budget qui diminue de 10%. C'est pas sérieux. Tant qu'on aura du paiement à l'hectare, si vous voulez, on ne pourra pas faire évoluer le modèle agricole. Pourquoi? C'est assez simple. Et je réponds aussi à la question. C'est que vous ayez une bonne année, une mauvaise année, vous avez un paiement forfaitaire à l'hectare. Que vous gagnez de l'argent ou que vous interveniez sur les aménités positives, donc, ou pas, vous avez toujours une intervention forfaitaire. Donc pourquoi vous allez évoluer? Non. Moi, depuis le début, je suis contre ce modèle-là, vous le savez, parce qu'il bloque tout. Quand je vois que sur le couplage des aides, on est toujours à 10%, plus 2% pour les protéines, plus 3% pour les... Enfin, ça, je rentre dans la technique, voilà. Là, il faut que j'arrête pour de bon. Mais donc, voilà, on est vraiment sur une PAC qui n'est pas du tout, comment dire, adaptée à une modification. Alors que moi, depuis le début, je disais, j'arrêtais là, il fallait que l'argent de la PAC accompagne la transition du modèle. Bien sûr qu'il ne faut pas abandonner les agriculteurs, et au contraire. Mais aujourd'hui, on sait bien que l'impact des intrants, il est phénoménal sur la santé, sur la biodiversité, etc., même sur le revenu. Et qu'il faut mettre de l'agronomie. Mais donc, orientons différemment les interventions pour que cette agriculture reprenne la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre, j'arrête là, en disant il faut recréer le lien entre l'agriculture, l'aliment, la santé humaine, la biodiversité et le climat. C'est ça l'enjeu qui est devant nous, tel qu'on essaie de le défendre. Et on essaie, dans ces décisions-là, c'est de la démocratie, il y a des majorités et des oppositions, d'essayer de porter finalement, et moi je ne lâche pas là-dessus, hein, de porter ces éléments-là. Voilà. J'ai l'impression qu'on gagne un peu de terrain, voilà, je le vois par des secteurs, en particulier le secteur viticole, où donc c'était pas gagné il y a 3 ans. Là, les choses avancent. Hein, bon nombre me disait, mais jamais de la vie tu arriveras à faire ça, etc., etc. Honnêtement, alors, moi je trouve que ça avance pas assez vite. Je reviens à l'enjeu climatique, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous, hein, donc voilà, et qu'il faudrait accélérer. Et mon grand regret dans le moment, là, c'est que la PAC n'est pas un accélérateur. La PAC, elle va être effective au 1er janvier 2023, jusqu'à 2030. Moi, je crains, j'espère me tromper, je le dis, hein, qu'en 2030, quand nous ferons le bilan, si vous voulez, ou l'évaluation, on se rendra compte qu'on n'a pas été assez ambitieux donc, dans ce qu'on a mis en œuvre. Et pour le coup, j'arrête ce coup-ci. S'il y a des conflits au sein de la Commission européenne entre le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, pour ne pas le nommer, et les autres commissaires, ce n'est pas l'effet du hasard.
Moi, j'aurais bien aimé qu'il écoute ce que je lui ai écrit il y a quelques mois, si vous voulez. Il a dit il y a quelques semaines, bon, si en tous les cas, si la PAC n'évolue pas vers plus d'environnement et plus d'emploi et plus de territoire, je retirerai le document. Moi, ça fait des mois et des mois que je dis, mais retirez la copie, elle est nulle et non avenue, repartons d'une feuille blanche. Je sais pas, je peux le diriger, puisque je le dis là-haut. Donc, et puis on remet la pyramide dans le bon sens, avec une base stable, et ensuite, voilà. Mais donc c'est pas simple dans le moment que nous vivons. Excusez-moi. Sur le sujet, mais je pense que voilà, les agriculteurs auront aussi des choses à dire là-dessus. Michel, si tu viens prendre la parole justement et présenter la partie, puis après on suivra avec une présentation par Patrick, et puis Mathieu conclura sur les questions, voilà, les différentes revendications que vous avez à mettre en avant. Michel, c'est au viticole à 5 minutes. Et on te laissera les questions viticoles particulièrement, c'est ça, Mathieu? D'accord. Bon, je vais être un petit peu plus dur que toi sur le fait que elle est pas, on avance doucement, mais on a reculé beaucoup. Alors, je demande 1 ou 2 minutes pour donner des chiffres en plus, parce qu'on a 5 minutes chacun. Ça, je demande à ce que ça soit sorti, parce je pensais que tu en dirais plus. Mais les 80% des aides qui vont à 20% des agriculteurs, c'est environ 10 milliards. Avant, c'était 11 milliards, ça va devenir au-dessous. C'est environ 10 milliards qui sont les aides directes. Avec les aides non directes, on arrive à 25 milliards. C'est le premier budget de la PAC, hein. C'est le premier budget de l'Europe. Et donc, ça a fait quoi? J'étais 33 ans paysan dans l'Aude, ça a fait quoi? Ça a passé les agriculteurs de l'Aude de 22 500 à 4 500. Au début, on en perdait 2 par jour pendant que j'ai été installé, avec la politique agricole test qui a été répartie. Et à la fin, on n'en perdait plus qu'un, évidemment. Alors, quand vous perdez proportionnellement à 4 500, vous en perdez moins que quand vous perdez. Mais ça, c'était pas je suis pas du siècle dernier, j'ai l'air un peu vieux comme ça, mais voilà. Mais donc, ça, c'était pas au Moyen-Âge, hein, c'était pas après-guerre. C'était en 1981, date mémorable pour beaucoup d'entre nous ici. Donc, voilà ce que ça a fait, la politique agricole commune. Ça a subventionné les gros pour éliminer les petits. Et pas que dans la Beauce ou dans la Brie. Il y a eu à l'époque en francs, puis en euros, il y a eu des 300 000 euros. Je remercie Eric d'avoir été très présent au moment du vote pour la dégressivité, que nous, on demandait un plafonnement, parce qu'il y avait des absents, parce qu'il manquait 3 voix au Parlement européen pour qu'on gagne 100 000 euros, 100 000 euros sur les 300 000 à répartir, quoi, hein. Voilà. Donc, sur ces chiffres, je veux dire, ces chiffres, ils portent en eux-mêmes la politique qu'on a portée. C'est-à-dire, voilà, on voulait moderniser. On entendait des chiffres de la commission qui étaient combien la 450 000, avec 120 000 paysans, on est ruralement. On voit comment on le nourrit, on voit les crises alimentaires, on voit tout ça. Voilà. Et donc, les petites fermes là-dedans, beaucoup ont disparu, certaines ont résisté. Celles qui ont résisté, tu as parlé du lait, par exemple, le seul endroit où on paye son lait actuellement, au niveau national, à son prix, qui paye le travail, c'est le lait en bio. Ça veut dire que celles qui ont résisté, on a le terme agriculture paysanne, il y a la définition ici, parce qu'on tient compte en plus de l'emploi. Quand on nous contrôle, on ne contrôle pas que sur le bio, on nous contrôle aussi sur l'emploi. Donc, mais sinon, c'est celle qui a innové, qui a cherché, qui a fait des alternatives en disant on va dans le mur. La forêt amazonienne qui détruit les Indiens et les paysans là-bas, hein, on en apporte 4 millions de tonnes par an, dont 350 000 tonnes à Sète ou sur les ports méditerranéens ici. Voilà. Donc, et avec ça, pour nourrir quoi? Pour faire de l'élevage hors sol, pour faire du poulet, du cochon, qui lui n'a pas d'aide à l'animal. Parce que là, pour préciser, tiens, pour préciser ce que Tu étais en train de dire que... Non, mais j'en suis où du temps? Ah, du temps. Oui. Encore bien 2 minutes. Oui, d'accord. Donc, et si vous voulez, nous on a fait
on a fait une proposition de l'aide aux petites fermes, qui existe maintenant, qui est écrite dans les textes. Il y a 4 pays qui la font en Europe. La France ne l'a pas fait, donc elle peut s'appliquer. Hein. Il y a 4 pays, dont l'Italie, les autres, je ne les ai pas en mémoire, mais bon, s'il y en a qui veulent m'aider, ils diront. Il y a un pays du Nord, peut-être Eric qui me dira mieux pas. Et voilà, tu pourras le voir. Et donc, on pense que une des façons d'aider les petites fermes à résister, parce qu'elles font en général 2 emplois en moyenne, hein, quand même, pour des très petites surfaces. Moi, j'étais avec 20 vaches, hein, voilà, et une vingtaine de mères, quoi, voilà. Et puis un peu de pommes et de châtaignes transformées. Elles sont souvent plus réactives, etc. Enfin, pluriproduction, quoi, c'est-à-dire polyculture élevage, qui était la tradition des fermes avant. Voilà. Et donc, si les petites fermes, on demande une aide, on demande à plafonner, et avec cet argent qu'on gagne là, que vous avez commencé à gagner en partie, mais s'il y avait eu 3 mois de plus et il y avait des absents que je pourrais nommer et qui auraient dû être là. Et si... Moi, j'ai les noms. Comment? Moi, j'ai les noms. Oui, moi aussi. Moi aussi. J'en ai 5 même. Et donc, voilà, si on avait gagné ça, eh bien, on avait de l'argent à répartir autrement pour faire la résistance et pour faire des alternatives. Et nous, on les a fait tous ensemble avec les moyens que nous avions quand on pouvait résister. Et beaucoup n'ont pas résisté, hélas. Voilà. Et donc, les petites fermes, elles sont quand même 130 000 en France sur 450 000 fermes, quoi. Hein. C'est un classement qui est reconnu par l'Europe puisqu'il démarre dessus et par la France, quoi. Il y a eu un travail de fait là-dessus. Et dans le Languedoc-Roussillon, elles sont 12 500, elles étaient en 2016, hein, elles ont diminué encore, mais 12 500 et pour le Languedoc et 14 600 pour le Midi-Pyrénées, quoi. Voilà. Et donc, elles sont plus nombreuses chez nous. Très souvent, ce sont des gens en plus qui travaillent avec sociaux des cotisants solidaires, qui cotisent à fonds perdus et qui n'ont pas de retraite, qui ne cotisent pas pour leur retraite, ils n'ont pas droit à la retraite parce qu'ils sont trop petits, tout simplement. Alors, des points aussi sur lesquels pourrait titiller un peu Eric, parce que quand même, je vais pas lui faire que des compliments quand même. Hein. Et donc, nous avons fait une grève de la faim sur un thème qui concerne particulièrement les petites fermes. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une partie de la PAC, il faut le savoir, qui se décide dans le bureau du ministre français, et là il se trouvait que c'était Monsieur Le Foll, qui se trouve là. Et la FNSEA disait, Le Foll a donné un peu plus aux 52 premiers hectares, très bien. Pour les maraîchers qui ont 2 hectares, ils apprécient, hein, ou 1,5 hectare. Mais nous, on veut que les gens qui sont à l'export, ils n'arrivent pas à rentabiliser. Eh bien, on enlève le nombre de ceux qu'on subventionne. C'est-à-dire, on dit, on plafonne en dessous de 30 vaches. Entendez-moi bien, 30 vaches. En dessous de 30 vaches par ferme, eh bien, la FNSEA demande. Et elle a gagné en partie, c'est-à-dire qu'on s'est battu et ça a été en dessous de 10 vaches, mais on a mis des planchers. Nous, on demande des plafonds depuis 30 ans et la FNSEA a imposé à M. Le Foll des plafonds parce que il avait donné un peu des planchers. Il avait donné à l'un, il fallait le donner un peu à l'autre. Comme il dit, je vous ai défendu. Oui, bien sûr, mais dans l'autre, c'était 100 vaches pour les moins de 10 vaches, c'était 100 en ferme, c'était 200 pour les moins de 30 vaches, et le reste, ça faisait 400. Au début, ils programmaient la moitié des aides supprimées à la moitié des paysans éleveurs en viande de l'autre. Voilà. Michel, je propose qu'on arrête là-dessus. D'accord. Après, plus tard, peut-être qu'il y aura des questions justement sur les questions des copines. Voilà, on rebondira. Ok. Voilà, je m'excuse, j'ai été un peu large et passionné, mais parce que je pensais que c'était indispensable de faire le lien entre les petites fermes et le budget de la PAC tel qu'il l'a été et depuis. Patrick, merci. Si tu veux prendre la suite sur tout ce qui est... Ouais, bonjour à toutes et tous. Moi, je vais revenir en fait à la base du débat d'aujourd'hui, c'est les oubliés de la PAC en fait. Et quand on parle d'oubliés de la PAC, il y en a plein qu'on ne connaît pas, hein, comme ceux qui font des poules, des abeilles, enfin voilà, plusieurs productions. Et il y en a une que moi je maîtrise à peu près, c'est les fruits et légumes en fait. Et
il y a dans cette politique agricole commune aujourd'hui une seule porte d'entrée pour les fruits et légumes, c'est la prime à l'hectare en fait. Ce qu'on appelle des DPB, donc avec un paiement distributif aussi, mais il n'y a absolument que ça. Donc quand on est petit, ben, on n'a rien. Et je ne connais pas beaucoup de maraîchers ou maraîchères qui font de déclaration PAC, vu la lourdeur administrative et pour avoir quoi à l'arrivée, 300 €, ben voilà, on ne le fait pas, quoi. Après, pour moi, il y aurait d'autres entrées dans les aides, dans le sens où les aides couplées qui prennent 5% du budget de la PAC aujourd'hui ne sont que pour des productions industrielles bien ciblées. Je pourrais revenir dessus, hein, mais voilà. Par exemple, dans l'Aude, on n'a que un producteur de tomates industrielles, 10 hectares pour 12 000 € de prime, et c'est le seul. Donc voilà. Après, il y a un deuxième point d'entrée, c'est la seule commission, je crois, au niveau de l'Europe qui travaille sur les fruits et légumes, c'est l'OCM. Donc là, il y aurait encore une manière de capter un petit peu de PAC, mais là encore, il y a une politique mise en place depuis longtemps qui n'est que pour les adhérents d'organisations de producteurs, donc pour l'industrie, encore une fois. Là, je pense qu'il y aurait peut-être, vu que vous parliez de trilogie, je pense que c'est le moment, vous en tant que rapporteur, peut-être d'essayer de faire rentrer d'autres personnes, comme les oubliés, dans cette... au niveau de la conf nationale, la commission fruits et légumes, pour pallier un petit peu à toutes ces défaillances, est en train de travailler avec le ministère sur une aide couplée et une aide à l'actif. Donc, c'est-à-dire que je pourrais vous donner les chiffres qu'on a proposés et ceux du ministère. Voilà, il y a quelques différences de milliers d'euros par actif, mais ça, on est en discussion. Mais je pense que ce serait une solution pour que tout le monde soit pour une équité, en fait. Voilà. Et cette solution-là, je pense que si elle est portée correctement au niveau de l'Europe, elle pourrait passer et faire évoluer les choses. Je peux vous donner les détails après. Oui, je pense qu'on reviendra sur cette question, notamment de l'aide à l'actif. Merci Patrick. Mathieu, si tu veux conclure sur la partie viticole notamment. Bien oui, sur la partie viticole, moi je voudrais déjà commencer à poser que dans l'Aude, les exploitations viticoles, ça représente ça s'approche de 60% de toutes les exploitations de l'Aude, dont 70% sont en cours. C'est que on a une filière viticole dans la région qui est supposée florissante, avec des stars qui se trouvent entre Narbonne, voire dans la région. Et on a 3000 viticulteurs actuellement, dont les revenus dans le Languedoc-Roussillon sont à peu près à la moitié d'un SMIC, qui était en 2018 à peu près à 750 € et qui continuent à se dégrader avec l'évolution de la situation. Les viticulteurs, si vous leur posez la question individuellement, vont vous dire « moi, je n'ai pas de PAC » parce que les seules choses à laquelle on peut être éligible, c'est quelques ICHN pour certains qui sont dans les zones défavorisées ou des aides à la bio. Et là, c'est vrai que je rejoindrai Michel qui expliquait que dans ces oubliés, peut-être que les bio sont moins oubliés que les autres dans la mesure où ils ont construit un modèle qui sort de la filière. Le problème de la viticulture dans l'Aude et dans la région, c'est le problème que tout est concentré sur la filière. C'est-à-dire qu'on la PAC n'aide pas des viticulteurs, n'aide pas des paysans vignerons. Elle aide des organismes interprofessionnels, elle aide des grosses coopératives qui appliquent une stratégie de filière qui est totalement basée sur des ratios financiers et qui a pour objet principalement de dégager de la valeur. C'est-à-dire qu'on avait il y a 20 ans, je ne sais plus combien de coopératives dans l'Aude, mais actuellement, on n'en est plus qu'à quelques coopératives qui sont toutes affiliées au même groupe. Pour mes mots, quand on regarde qui touche quoi dans la PAC dans l'Aude, si on prend les 10 premiers qui sont entre 100 et 500 000 €, on trouve des gens qui notamment ferment des usines à Narbonne pour déplacer la mise en bouteille
des vins en Hollande, alors que le vin du viticulteur audois part à 50 centimes de la cave coopérative locale, transite par la Hollande et revient à 5,50 € dans vos supermarchés sous forme d'IGP. Alors moi, je serais moins optimiste que vous, M. Andrieux, sur l'avenir de la viticulture, notamment de l'Aude et de la région, parce que je pense qu'on assiste à quelque chose qui pourrait s'apparenter à une lactification de la viticulture audoise et de la région, avec les mêmes principes qui sont à l'œuvre, qui sont la gestion financière du coût de la matière première sur les paysans et les producteurs pour alimenter des ratios financiers sur des acteurs qui sont des industriels et qui jouent de plus en plus les économies d'échelle et qui mettent la pression sur la production avec, comme je vous l'ai dit, un revenu de l'agriculteur qui va toucher des OCM indirectement grâce à la politique agricole commune sous forme de ce qu'on appelait la reconversion qualitative, sous forme d'aide à la distillation pour les grosses distilleries, sous forme d'aide à l'exportation, dont ils ne voient pas le premier euro puisqu'ils sont rémunérés en dessous de leur coût de production. Donc, moi, j'aurais les valeurs de la viticulture que la Confédération paysanne défend, c'est ça serait d'avoir une aide directe aux revenus sur le premier pilier, 2, d'avoir une régulation équitable et une répartition de la valeur ajoutée qui soit décente, notamment en obtenant une rémunération des viticulteurs qui soit au moins au niveau d'un SMIC. 3, ce sont les pratiques culturales agronomiques qui s'accompagnent du respect des sols. Et 4e, je dirais, ce qui est le corollaire de mon introduction, c'est principalement une refonte du rôle des interprofessions de notre viticulture et qui est en train de détruire le tissu de nos viticulteurs. Il y a la question des cépages oubliés, c'est-à-dire qu'on a financé par la PAC l'élimination des cépages il y a 30 ans pour faire de la reconversion qualitative différée. On a planté des cépages bourguignons, on a planté des cépages bordelais pour arracher les cépages locaux qui étaient résilients au changement climatique et qui avaient une typicité qui pouvait être valorisée. Hier, avec le directeur de la Chambre d'agriculture régionale qui partage votre analyse sur le travail qui est fait sur les IGP, mais je ne pense pas que le travail qui a été fait va dans le sens de la valorisation, de la qualité et de réaliser des produits qualitatifs pour maintenir un tissu au niveau de la région qui soit autre chose que des produits qu'on peut fabriquer n'importe où dans le monde avec les mêmes cépages de l'irrigation et une stratégie industrielle des vignobles telle qu'on le voit dans les vignobles pilotes qui sont actuellement mis en place à 3 fois le rendement d'un IGP, avec un jeune agriculteur endetté à plusieurs millions d'euros pour exploiter 500 hectares de vignobles. Donc, et le problème, c'est que, comme vous le dites, les aides PAC vont aller sur ce type d'exploitation, alors que la résilience et la qualité des produits se trouvent au niveau des petits producteurs. Il y a des candidats pour faire des projets qualitatifs et qui sont prêts à revitaliser le tissu à travers Internet, mais voilà, il y a une sollicitation directement qui est sûr. faite. Vous voulez répondre rapidement? Oui. Déjà, pour la viticulture, je peux pas entendre ce que vous dites, je suis désolé. Hein. Puis en fait, la viticulture n'émarge pas à la PAC. C'est-à-dire qu'il y a un programme national pour la viticulture. Si vous n'émargez pas, vous pouvez le piler, etc. Donc ça veut dire le secteur. D'accord. Il y a une somme d'argent qui est versée aux États, et avec le secteur viticole, vignerons indépendants, coopératives, etc., l'aval, l'amont, etc., il y a une définition des composantes du programme. On va sur l'investissement, sur les plantations, sur l'accompagnement à la promotion, etc. Et donc, c'est un programme spécifique. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a sollicité le secteur
viticole, c'est la limite de la démocratie, hein, donc voilà, en disant, voilà, est-ce que vous voulez que la viticulture réintègre la PAC, si vous voulez, en tant qu'agriculture de base, comme les autres, hein? La réponse c'est non. Gardez-nous surtout, et tout c'est unanime de toute culture, c'est que l'on garde le programme spécifique national. Peut-être préciser que c'est vraiment une spécificité du monde viticole. C'est ça. Enfin, viticole, apicole, il y a 4 programmes. Oui. Apicole, oléicole, si vous voulez. Donc, et puis le dernier que j'oublie, il y a 4 programmes nationaux. Et d'ailleurs, dans la PAC actuelle, sur les couplages, il y a 10% pour le couplage, 2% pour les protéines, il y a 3% pour la première fois qui va être réservé à des nouveaux programmes nationaux. Par exemple, on peut imaginer que le maraîchage puisse rentrer sur un programme national ou la vache allaitante, etc. Donc, il y a des sujets. Pour ça, il y a de l'argent, enfin, c'est des programmes spécifiques. Alors, dans le programme spécifique, en termes de contenu, ensuite, le secteur fait ce qu'il veut, fait ce qu'il pas ce qu'il veut. Par exemple, aujourd'hui, cette année, en période de crise, le combat que nous avons mené là, donc après, chacun prend sa part de responsabilité, mais là, au regard de l'enjeu de la crise viticole sur les taxes Trump, donc liées à Boeing, Airbus, etc., qui ensuite ont été suivis par la crise de Covid, où le marché asiatique s'est fermé, le marché européen s'est fermé, le marché français s'est fermé. Donc, vous vous retrouviez, je parle du secteur globalement, avec un problème double, c'est-à-dire donc plus de vente de vin globalement, gros de conteneurs restés à quai, etc. Et puis la vendange qui arrivait, il fallait libérer des volumes dans les cuves pour pouvoir rentrer à la vendange. Il y a eu la volonté de modifier le programme national, l'adapter à la question de la distillation qui n'était pas prévue dans le programme national français, la vendange en verre, le stockage du vin, etc., pour que vous puissiez ne pas tout perdre. Je parle du secteur en général. Donc, alors après, donc ça c'est en place. Là, le combat a été de reconduire les mesures au regard de la crise économique sur l'année 2021. Donc, je vous dis ici que pour l'adapter à la crise économique conjoncturelle, que j'espère conjoncturelle, voilà, donc, après, il y a d'autres soucis qui se posent, plus structurels sur le vignoble, en particulier les Corbières, le Bordeaux, c'est l'adaptabilité, des cépages à l'évolution de la consommation, qui est un sujet majeur, que nous, on traite du niveau européen, si vous voulez, en disant, voilà, quand aujourd'hui, moi, je bagarre beaucoup en disant, vous savez que Névin, qu'à partir de 8,5 degrés. Donc, entre 0 et 8,5, c'est pas du vin, ça n'existe pas. Voilà. Nous, on est en train de gagner un combat pour dire qu'entre 0,5, pour diversifier les productions, après chacun fait ce qu'il veut, hein, comme dans tous les métiers, il y a des bons infirmiers, des mauvais infirmiers, des moyens infirmiers, c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour tout le monde, mais là, on est en train, nous, au niveau européen, c'est notre combat, par rapport à l'économie territoriale, c'est mon combat, moi, c'est là, je veux bien me l'approprier, d'essayer d'ouvrir la question de la diversification. Et quand on est aujourd'hui, par exemple, c'est un sujet majeur, au-delà des droits, au-delà des autorisations, au-delà du 1%, parce que là aussi, c'était remis en question en matière de régulation. La Commission européenne voulait ouvrir à 2% les droits. Vous savez, en fait, aujourd'hui, c'est un peu technique et tout ça, mais on ne peut replanter que le souci de libéraliser, vous voulez passer ce 1% à 2%, pour nous provoquer un petit peu, pour tout dire. Donc, ce qui aurait déstructuré totalement le marché viticole, parce qu'on ne parle pas, il y a Limoux, je l'entends, je suis d'ici, donc, mais ensuite, il y a le marché, quoi. Ça veut dire, donc, voilà. Et donc, ça, c'est pas des questions mineures par rapport, quand on prolonge les autorisations. Voilà. Donc, voilà, donc je veux dire, effectivement, je reviens sur la désalcoolisation, il y a un marché majeur. Aujourd'hui, le mode de consommation évolue. C'est pour ça que le Bordelais est dans la difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus vers des jeunes générations, vers du vin léger en alcool, vers du vin apéritif, en masse, je veux dire. Hein. Moi, je ne sais pas les vins que je préfère, mais c'est comme ça, donc je ne suis pas la masse, moi tout seul, voilà. Mais donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a un marché qui est à prendre, c'est entre le 0,5 et le 8 au niveau européen. Et donc, je pense qu'on a gagné en disant, si on ne prend pas ce marché, si le secteur de la viticulture, là je prends 30 secondes, excusez-moi, parce que c'était la dernière. Ouais, la dernière. Et ne prend pas ce secteur-là, c'est le secteur de la chimie qui va le prendre. Parce que ça veut dire quoi? Aujourd'hui, avec des molécules, c'est l'effet Canada Dry que j'ai appelé ça au niveau du Parlement. On peut faire du vin entre 0,5 et 8,5. Les vins sans IG pourraient être totalement ou partiellement désalcoolisés. Et les IGP et les AOP pourraient être partiellement désalcoolisés, c'est entre 0,5 et 8,5. C'est-à-dire quoi? Qu'on garde le processus œnologique, on fait du vin, et par un jeu de membrane, le jeu naturel, on désalcoolise le vin. Et donc, c'est que ce marché, ce n'est pas les sujets mineurs. Et ça permet d'avoir, ici, vous avez, aller à Rieux-Minervois, par exemple, je ne sais pas si c'est des entreprises, moi, ce que j'ai visité, vous avez des vignerons qui ont une gamme. Donc, effectivement, on est en pleine, par évolution, mais en pleine adaptation. Et les vignobles les plus grandes difficultés, parce qu'on est sur de la culture pérenne, et vous le savez, c'est ceux qui n'ont pas anticipé, si vous voulez, l'évolution du marché, quoi. Peut-être, M. André, oui. Voilà. Pardon. Si tu veux faire une réponse rapide et après... Oui, moi je voudrais faire une réponse rapide, c'est que vous avez une clientèle par
la filière et l'interprofession. Moi, je suis au Conseil de bassin viticole du Languedoc-Roussillon. On est 3 représentants de la Confédération paysanne, la coordination rurale, non 4, des jeunes agriculteurs et la FNSEA, enfin le syndicat des vignerons. On est 4 sur 25 voix de l'interprofession dans lequel tous les représentants de toutes des embouteilleurs, des négociants, des coopératives, des cultures dont vous parlez, qui n'est pas seule la Confédération paysanne et qui est une vision industrielle tournée vers l'export et qui dit que les seules exploitations et la seule façon de vendre du vin, c'est de désalcooliser, c'est de faire un vin qui est la même chose qu'on peut faire en Nouvelle-Zélande, au lieu d'aider le tissu, comme je vous dis, le tissu économique des viticulteurs et des projets, de faire des gens qui démarrent des projets pour faire des produits locaux, de terroir, intégrés dans le tissu viticole avec les traditions locales, et qui n'est pas du tout la vision qui est l'exportation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les viticulteurs sont exclus de la PAC au détriment de la filière. S'il y avait nos petites fermes, les viticulteurs ne seraient plus exclus de la PAC. Et ils sont très nombreux à être des ouvriers agricoles qui, petit à petit, s'installent en ayant une petite parcelle et tout. Et ils pourraient créer des alternatives, comme il y en a eu de créer dans d'autres secteurs, de la viande, du lait, du fromage, des légumes, etc. Et donc, c'est parce que là, ils seraient comptés dedans. Parce que je voudrais juste apporter un témoignage. Donc, quand j'étais petite, mes parents donc vivaient sur une petite exploitation en polyculture, comme c'était le cas, comme vous le disiez, dans la Haute-Vallée, à Cassaigne. Et c'était avant donc qu'on arrache les cépages que vous avez encensés. Eh bien, les grandes années, on faisait du 9 degrés. Donc, je pense que peut-être qu'on serait précurseur maintenant pour ceux qui ne veulent pas trop de vin. Il y a tout un débat là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a les cépages et il y a le rendement. C'est-à-dire qu'il y a des cépages qui font des vins de très bonne qualité à un certain rendement et qui sont capables de faire des très forts rendements avec un vin qui va être à 9 degrés. J'avais la même situation avec mes grands-parents. Je dirais, combien de fois on est allé chercher du sucre dans le département à côté pour remonter de 8,5 à 9. Bon. Ce qui était avant. C'était de la piquette, quoi, il faut le dire. Donc, c'est sûr que, comme disait, je vous propose qu'on reprenne le débat une autre fois, peut-être sur les bons vins du territoire. Non, mais juste tu permets juste un mot, le problème en économie, hein, c'est des règles de base, c'est l'offre et la demande, quoi. Je suppose que même si, moi je suis de Rousse-Termenès, j'ai connu la viticulture, mais le vin qui était produit là, il n'était pas vendu sur le village. Alors, la notion d'export, il y a bien, je pense qu'il faut sortir des mythes. Enfin, moi, je ne suis pas pour l'exportation, je me bagarre là-dessus, justement, par rapport à l'OMC, etc., pour amener sur la relocalisation, les circuits courts, etc., l'imaginaire, etc. L'acte de l'acheteur, parce que c'est ça, quand on produit un bien, et en face, il y a un consommateur. Et voilà. Et donc, le problème, il est là. C'est quand il n'y a plus de consommateurs, on peut continuer à faire. Comment, effectivement, on peut relocaliser de la production en fonction de spécificités territoriales, c'est l'enjeu des AOP. Donc, moi, aujourd'hui, le combat que je mène entre AOP et IGP, donc, c'est des sujets qu'il faut vraiment regarder avec précision. Aujourd'hui, dire pour la viticulture, comme certains le demandent ici dans le département, mais c'est assez unique hein, au niveau européen, qu'il faut qu'on revienne sur la PAC pour la viticulture, je ne suis pas tout à fait comme moi, j'ai beaucoup travaillé le sujet, je ne suis pas convaincu de ça, oui. Vraiment. Ce que je vous propose, c'est qu'on clôt la question du domaine viticole, peut-être qu'on revienne sur la question des oubliés. Madame, vous avez une question. Il y a aussi les oubliés dans les viticulteurs. Oui, il y en a bien. Peut-être revenir sur différentes choses si vous voulez poser votre question. Alors, donc moi, je vais m'installer soit fin 2022, soit début 2023. J'avais 2 questions. La première, c'est vous parlez de cette impossibilité, a priori, de pouvoir reposer les choses et de reprendre de zéro les différents piliers par rapport aux orientations nouvelles de l'Europe. Est-ce que c'est quand même une possibilité ? Est-ce que ça vous semble possible qu'il y ait quand même qu'on revienne, qu'on rétropédale du coup et qu'on revienne en arrière? Ça, c'est la première question. Même si c'est un peu, c'est difficile de voir le vent. Du coup, la première question,
Est-ce que sur la question du rétropédalage, est-ce que moi je serais intéressé de savoir s'il y a eu même des échanges finalement dans le cadre de cette réforme autour de cette question, on va dire aide à l'hectare versus aide à l'actif? Parce que vous avez l'air de dire finalement les bases étaient déjà posées, mais est-ce qu'il y a eu quand même ce débat qui a été porté qui va dans le sens très vite, ça va être vite, malheureusement vite réglé. C'est que donc il y a eu un amendement dans le texte de la commission. Reprenez le texte des 3 colonnes, texte de la commission, on amende, donc, et ensuite on vote, et ensuite on débat. Donc, dans le texte de la commission, l'aide à l'actif, c'est un sujet qui, eux, ça leur passe vraiment largement au-dessus. Voilà, c'est pas la question. Comment dire, les plafonnements, c'est encore un autre sujet. Le Parlement européen a amendé le texte de la commission et a proposé un amendement sur l'aide à l'actif. Cet amendement-là, il a été rejeté de 13 voix. Voilà, c'est ça la réalité. Sur 705 députés européens au Parlement européen. Rejeté de 13 voix. Non, mais ça veut dire que la dernière fois, les combats du plafonnement, tel que Michel l'a porté, c'était un amendement que j'ai posé moi. José Bové, qui est un collègue que vous connaissez bien, avait posé un plafonnement à 150 000, je crois, un truc comme ça, ou l'inverse, 80 000, 80 000. Non, 100 000, c'était le mien. Ah, oui. Et le sien, évidemment, à 80 000, il a été rejeté, et moi, le mien à 100 000, il a été manqué de 3 voix. Et là, je confirme ce que dit Michel. Donc, ça veut dire qu'à 2 000, donc, à 100 000, pardon, il y a une dégressivité à 60 000. Il y a eu des amendements plus ambitieux pour plafonner à 60 000 qui ne sont pas passés au Parlement européen. Donc, on est, comme il n'y a aucun, du point de vue législatif, il n'y a aucun support ni du Conseil européen, ni du Parlement, parce que l'amendement a été rejeté, on ne peut travailler que les textes qui ont été votés. L'aide à l'actif, c'est fini. Je suis désolé de. C'est fini, il ne peut pas y avoir débat. Vous comprenez, ces 4 textes-là, donc l'aide à l'actif n'est pas au cœur du débat. Donc, je suis désolé parce que moi, je travaille pendant 3 ans. Voilà, on travaille pendant 3 ans. Sur la seconde question, du coup, que j'ai oubliée, qui est plutôt sur les incidences de la nouvelle PAC. Sur la DGA. Alors, sur la DGA, sur l'installation, aujourd'hui, dans les tuyaux, ce qui a été voté, donc il y a la DGA dans le second pilier, donc sur le FEADER, les développements rural, qui reste classique, celle-là, donc les reconduites. Et il y a un top-up dans le premier pilier, où nous avons voté, alors la proposition de la commission de mémoire était de 2%, et nous avons voté, nous, au Parlement européen, un amendement pour la doubler, pour la passer à 4%. Voilà, ça a été d'écosystème, du premier pilier. Il y a la conditionnalité sur l'aide au paiement de base, ce qu'on appelle les BCE, vous savez, donc, globalement, pour avoir sur un projet d'exploitation la valeur ajoutée environnementale. Et ça, il y a des aspects qui sont cumulables. Je ne veux pas aller trop dans le détail, mais... Je suis administrateur depuis sa création, on en parle souvent. Il y a des gens qui pèsent, je connais des gens très proches de moi, qui pèsent le pour et le contre, et qui se disent, mais plutôt que des gens avec lesquels peut-on faire fortune, mais enfin quand même, je veux dire, avec beaucoup de contraintes, peut-être il faut demander une aide régionale moins importante. Merci à certains camarades qui sont dans la salle, qui ont permis aussi d'accéder à des terres par un GFA qui s'est battu contre la SAFER à un moment. Voilà. Et donc, l'enjeu, il n'est pas le marché intérieur européen. Maintenant, nos interlocuteurs, on a beau dire, mais c'est l'Inde, la Chine, le Brésil, etc. Tant qu'on ne sortira pas à l'agriculture de l'OMC, voilà, mais c'est la réalité pour l'instant. Donc, moi, je souhaite la ressortir et on reviendrait à des choses beaucoup plus locales, j'ai envie de dire. Donc, et pour l'instant, on est là-dedans. Donc, on est dans un moment où on aurait besoin d'une politique commune, c'est-à-dire se bagarrer à l'échelle d'un continent européen de 440 millions d'habitants, parce que si vous allez discuter avec la Chine, mais c'est comme ça, donc là, on a voté, tout ça, il y a des majorités qui sont dégagées. Là, ce qui reste devant nous, c'est négocier, puisque chaque État va devoir définir un plan. L'État va avoir une certaine souplesse, une latitude à préciser l'application de la réforme à l'échelle nationale. Donc là, vous avez en tant que syndicat, en tant qu'organisation, un rôle important à jouer. C'est-à-dire de redonner, et je pense qu'on a un ministre, c'est rare que je dise du bien des ministres de l'Agriculture français, mais il me semble que celui-ci est moins mauvais que les autres. Voilà, je le dis. Et en tous les cas, ce qui me concerne, je veux dire qu'il respecte ses engagements, parce qu'on a quand même des sujets de discussion au niveau européen, et l'enjeu territorial, de la proximité, des économies, parce qu'il y a un enjeu, je dirais, matriciel qui est supérieur. D'ailleurs, il est engagé par l'accord de Paris. Et l'accord de Paris est très lié aux enjeux descendants, quoi. Et d'essayer de voir. Mais vous avez des éléments, ce que vous défendez, mais vous savez bien, vous avez des éléments à faire valoir dans la partie du plan stratégique national. Parce que les États, ils ont de la flexibilité pour mettre à l'œuvre la PAC au niveau national. Peut-être qu'on reviendra sur ce PSN. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je te donne la parole, Patrick. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions dans la salle ou sur Internet, Olivier? Non? Patrick, alors, si tu veux enchaîner. Ouais.
Moi, en fait, je reviens parce que j'ai pas eu de réponse à mes questions. Donc, je vais essayer de les poser différemment, dans le sens où vous êtes rapporteur de l'OCM, et je vous ai posé la question, est-ce qu'il y aurait possibilité d'actionner une autre politique qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire favoriser tous les groupements de producteurs qui travaillent pour les industriels. Ça, c'est ma première question. Donc, il suffirait de pas beaucoup, c'est juste une volonté politique. Hein. C'est-à-dire accepter qu'il y ait une partie des aides qui aillent à des gens qui ne sont pas adhérents et compagnie. Ma deuxième question était sur les aides couplées. Alors, j'apprends que, et je vais le faire remonter au national, mais j'apprends que l'aide à l'actif n'existera pas. Donc, je me demande pourquoi on travaille avec le ministère comme ça, avec acharnement. Donc, on va oublier le terme actif, si vous le voulez, et on va parler des aides couplées. L'aide couplée qui est aujourd'hui 5% est captée, là encore, par des industriels 5%. Alors, juste avant, c'était mes deux questions. André, peut-être préciser, les aides couplées, c'est des aides qui sont couplées à la production, selon différentes pratiques, et effectivement qui vont essentiellement sur des pratiques. 3% pour les nouveaux programmes nationaux, que j'ai évoqué tout à l'heure, comme la viticulture ou autre. Donc, voilà, pour essayer. Donc, voilà. Là-dessus, et plus la partie de la dégressivité, pardon. Il peut très bien, sur le couplage, donc, décider d'un ciblage différent, répartition d'enveloppe. Donc là, il ne faut pas lâcher, surtout par rapport au secteur que vous évoquiez. Sur la partie fruits, légumes et sur les soupes, c'est-à-dire du contrôle de l'engagement, mais également un véritable souci de démocratie dans les OP. C'est-à-dire, donc, quand on n'est pas adhérent et qu'on doit payer, donc, il faut qu'on sache réellement ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on n'a pas accès à toutes les informations. Donc là, on est en train d'ouvrir la boîte à Pandore, mais c'est en débat. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui va en sortir. Celui-là, contrairement aux actifs, celui-là, il est sur la table, donc il avance. Et ensuite, sur la partie fruits et légumes, vous avez des programmes. Alors, c'est ce que c'est. Hein. Dans la mesure où le paiement à l'actif pour les maraîchers, moi, je trouve que votre revendication, je le redis, sur le couplage de l'aide pour le maraîchage, fruits et légumes, donc, va se développer, c'est toute la question des fruits et légumes dans les écoles. Vous avez ces programmes qui existent, donc qui permettent aussi donc de participer donc du soutien finalement à la filière, et également un sujet sur lequel on débat peu, mais qui est une vraie question, c'est la question de l'aide alimentaire. Donc, sur lesquels, et du gaspillage alimentaire, sur lesquels, effectivement, donc, c'est un sujet qu'on met, nous, dans la discussion, pour vraiment, donc, sortir. Il faut savoir que quand on compare les programmes européens et les programmes américains, on est sans commune mesure. Ça va de 1 à 10, quoi. Donc, les moyens en matière réelle d'aide alimentaire. Et qui peut, je disais, parce que ça peut avoir des conséquences non négligeables sur la filière et le secteur fruits et légumes. Les Olivier. Oui, j'ai une question pour vous, M. Andrier. Donc, ce n'est pas pour remettre la viticulture sur le tapis, mais j'aimerais avoir lors de la dernière Assemblée générale de la Confédération paysanne de l'Aude, on a eu une courte discussion sur la PAC qui a été. Nos revendications d'aide couplée ou par rapport aux fruits et légumes, par exemple, tirent les questions qui ont rapport avec ça. Est-ce que la raison pour laquelle le secteur viticole ne veut pas rentrer dans la PAC, est-ce que c'est aussi lié à cette question-là ou ça n'a rien à voir? Qui fait qu'on ne peut pas vendre en dessous du prix de production. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc ça c'est de base. Donc, alors là aussi, on est sur des règles OMC compatibles, etc. Donc, c'est écrit dans le règlement, ça? Non, oui, mais, c'est applicable ou... Non, je dis que c'est un des articles qui est en débat. Ah, d'accord. Donc, alors, je n'ai pas le numéro de l'article, mais une fois de plus, mais je peux vous le donner tout à l'heure. Voilà, oui, évidemment, la vente à perte. Donc, pardon. Sur la seconde question liée à la viticulture, je ne pense pas que ce soit de cet ordre-là. Je ne sais pas, hein, mais je ne pense pas. Parce que vous me disiez, c'est la question, est-ce que le fait que la viticulture ne veuille pas rentrer dans la PAC, c'est un lien avec la question de la vente à perte? C'est un petit peu ça, finalement. Non, je n'ai pas cru comprendre ça. Parce que, en fait, votre organisation, vous avez des représentants, hein, je suis désolé, ça c'est les limites que je ne peux pas moi remettre en question, et je ne peux pas travailler avec tous les vignerons indépendants de France. Non mais attends, voilà, je ne peux pas vous dire plus. Après j'ai mes propres idées, je défends par amendement des positionnements,
et je suis proche de ce que vous portez, vous le savez, hein, et je suppose que vous le savez. Donc voilà, mais je ne m'en cache pas, donc autant que je vous le dise. Donc voilà. Mais après, il faut accepter les limites, quoi. Hein. Voilà, et voilà, bref, donc ça c'est une chose. Donc sur la viticulture, ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, ils préféraient aller sur un programme national, mais d'ailleurs, on est en train de les évaluer. Effectivement, je suis parti, donc annuellement. On voit que ceux qui sont près des outils de décision, ce n'est pas les derniers à être servis. Je ferme la parenthèse. Donc, sur plusieurs années, on a cette lecture-là, quand même, structuration, qui se la promotion, qui se la. Voilà. Donc, il y a des projets, je n'ai pas en tête le détail, donc, hein, et ça, ce programme-là, et là, vous avez raison, il est défini par programme national. Après, c'est avec Agrimaire et avec vos représentants que la définition du programme se met en œuvre. Et là, je perds mon pouvoir de parlementaire. Monsieur André, Cavalu, sa carrière, il a créé un journal tout seul maintenant qui s'appelle La Forteresse FNSEA, hein, qui est sorti, c'était un dictionnaire, hein, et je veux dire, il a eu aucun, qui était une maison d'État. Je veux dire, et ici, vous avez une grande coopérative qui fait partie d'un grand groupe industriel où il y a des capitalistes internationaux, il s'appelle Arteris, et elle fait partie d'un grand groupe, on appelle ça un trust, ou je sais plus, enfin, trouvez-moi le mot. Et voilà, et donc, ce que je veux dire par là, dans ce département, au moment où on a fait les plafonnements sur les contrats territoriaux d'exploitation, j'étais peut-être avec Michel d'ailleurs, et qui est là, et on a fait passer ça parce qu'on était simplement sur des strapontins. Puis on a eu une place. Mais quand vous y êtes dans ces endroits-là, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, subventionné pour manger les petits. Alors au moins à l'endroit, ça c'est l'aide aux petites fermes, ou si on met une aide forfaitaire pour que des gens s'installent progressivement, transforment, créent une alternative comme nous l'avons fait en partie, pas seul avec les CIVAM, avec d'autres, etc. Depuis 20 ou 30 ans, eh bien, il ne faut pas leur donner de l'argent pour nous manger, parce que là, cette répartition des aides, mais je ne dis pas que c'est la faute de ton vote, hein, mais la répartition des sphères, l'intérêt des gros. D'ailleurs, il y a une thèse que la Confédération paysanne n'adopte pas, mais dans un débat par les écoles, aux hôpitaux, pour pouvoir acheter de la bouffe bio. C'est, comment il s'appelle, du fumier, il a un nom prédestiné d'ailleurs. Hein. Et ministre non plus d'ailleurs. Hein. Un bon ministre, je veux dire, il ne peut pas se passer. La décision, aujourd'hui... Plafonné à 1260. Oui, c'est ça. Oui. Annuel. Oui. Mais c'est un début, il y a une porte ouverte. Quoi. Non, mais donc, c'était pas... Annuel. Oui. Mais c'est un début, il y a une porte ouverte. Quoi. Non, mais donc, oui, mais c'est... Nous, on demande 5 000. Première étape, 5 000. Mais, si vous voulez, ce qui pose un autre sujet, mais bon, là, du coup, le problème, le temps passe. Parce que moi, je ne peux pas partir, je suis obligé de partir maximum 16 heures. J'avais dit, je suis désolé. Non, mais c'est pour ça. Je suis désolé parce que c'est des sujets qui demandent tellement... Bon, bref. Si vous voulez, c'est largement insuffisant. C'est là où dit de la FNSEA. Je ne suis qu'un simple député européen. Voilà. Par contre, j'aime bien m'exprimer en tant que député européen. Voilà. Et donc, je prends en compte les éléments et j'ai mes positions, j'assume une position, et puis on les partage, pas, ainsi va la démocratie. Voilà. Donc, mais donc, je ne suis pas représentant syndical et j'entends bien ce qui est dit et c'est tout à fait légitime. Sur l'aide aux petites fermes, il faut bien que vous voyez au niveau d'une politique communautaire qu'on doit prendre en compte le territoire communautaire des 27 États. Et que la structure agricole n'est pas la même en France qu'elle est en Lituanie, en Estonie, en Roumanie, en Pologne, etc. Oui. Et que nous, on doit définir, si vous voulez. Donc ça veut dire que moi, je fais partie de ceux, par exemple, qui plaident, on n'a pas eu l'occasion de le plaider, mais qui, intellectuellement, dans tous les cas, serait plus pour un système, c'est pour ça que je prends le Brésil, mais je mets des gros guillemets, donc, hein, avec 2 entrées, c'est-à-dire une aide à l'agriculture, je dirais, de subsistance, vous voyez, donc, hein, qui répondrait, de mon point de vue, des budgets nationaux, si vous voulez, donc, hein, ça c'est ma vision, donc, hein, mais plutôt de l'action sociale, voilà, donc, hein, et ensuite des politiques, une politique à l'accompagnement à l'agriculture, si vous voulez, donc, hein, comment dire, avec l'enjeu où on fait le lien entre, je le redis, l'agriculture, l'aliment, la santé humaine, la biodiversité, donc, et le climat. Ça, c'est ma perspective, mais parce que c'est très difficile de faire les deux, parce qu'aujourd'hui, au niveau européen, si vous lisez, si vous voulez, le modèle roumain aujourd'hui, où quand on a une vache dans le jardin ou 2 vaches dans le jardin, si ça a été capté par l'agro-industrie et la chimie, depuis, donc, maintenant, je ne sais pas, 40 ans, on va dire ça, ou 35 ans. Et donc, le problème, c'est qu'on a coupé les 15 000 qui sont disparus depuis l'agriculture et la remettre au cœur du débat sociétal, depuis le début. Et je pense qu'on a manqué quelque chose, mais pas nous, vous l'avez dit, c'est les grandes industries, les grands secteurs, etc. Mais quand on a dit ça... Arrive à cette concentration industrielle que vous évoquez et sur laquelle vous luttez,
Si on donne les outils de régulation à des gens qui sont juges, des interprofessions et des ne bénéficient pas, le système continuera. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a 2 démarches dans l'OCM. Je vous appelle à le regarder. Hein. Alors, je vous donne les articles. Hein. Il y a la démarche sur le 222 terre qui est de redonner le pouvoir à la Commission européenne de rejouer son rôle, ce que j'appelle moi le régulateur sectoriel, c'est-à-dire aujourd'hui, quand il y a déclenchement de crise, si vous voulez, il faut agiter les outils par anticipation. Ça passe par ce qu'on appelle l'alerte précoce, c'est-à-dire que dès qu'on a des éléments, c'est ce qu'on fait pour l'énergie d'ailleurs, donc, hein, dès qu'on a des éléments d'information, on déclenche. Les outils, c'est lesquels? On n'invente rien, c'est du stockage, hein, du stockage privé, du stockage public. Il faut du retrait volontaire. Nous, l'article, je me permets, 219, il appelle le retrait volontaire. C'est ce qu'on a fait pour le lait d'ailleurs. À part ce qu'on a fait pour le lait, on demande à la régulation. Donc ça, c'est un débat dans le trilogue de l'OCM. À part que la commission, avec qui on est en tension là-dessus, nous dit c'est pas OMC compatible. Ce qui est une connerie, excusez-moi, je me lâche en fin de propos, ça non, parce que, si vous voulez, l'OMC est en pleine révision aujourd'hui. On est en train, nous, au niveau européen, de se flageller parce qu'on a une vision très libérale de la Commission de répondre aux règles de l'OMC au moment où les règles de l'OMC sont en train d'être modifiées. C'est un petit peu la poule et l'œuf, si vous voulez. Donc, hein. Et il y a aussi un élément que vous venez de citer. Nous, on dit, moi je suis très pragmatique à la fois. Je me dis, on a testé la dernière fois l'autorégulation sur les IGP AOP pour le fromage, le vin intérieur et le jambon. Ça a donné des résultats. Je prends l'exemple du comté qu'on prend souvent. Donc, ça veut dire que quand on est sur une filière en IGP, qu'on maîtrise l'amont et l'aval, on peut réguler en fonction de l'évolution du marché. Et ça marche. Ça marche. Et nous, on dit, je dis dans l'amendement, il faut élargir ces modèles-là à tous les secteurs. Et là, la commission par miracle est d'accord. Donc, et le conseil n'est pas tout à fait d'accord aujourd'hui. On est en train de discuter là-dessus parce que ça répond avec la valeur en question. La question, c'est quoi? Où on met la valeur? Il faut regagner de la valeur, c'est ma position, donc, hein, sur l'amont. Aujourd'hui, quand vous avez le segment, vous le savez bien, mieux que moi, donc, hein, la valeur, elle n'est pas répartie à l'amont, elle est répartie à l'aval. Ça c'est plus possible. Donc, hein, donc voilà. Et là, on est sur des sujets qui ne sont pas de mineurs pour l'économie territoriale, pour relocaliser les revenus, etc., etc. Et si on gagne ce combat-là, je pense que certains, on peut les gagner, sincèrement, ça peut modifier la donne. Aujourd'hui, l'OCM, personne n'en parle. Or, l'OCM, dans la PAC, sincèrement, c'est pas un petit outil avec ce qui est sur la table. Si vous voulez. On peut vraiment revaloriser pour la garantie des revenus, bon nombre, sécuriser bon nombre de secteurs. Et sur tous les territoires, si vous voulez. Donc, hein. Alors nous, on n'en parle pas trop parce que comme personne n'en parle, ça nous va bien. On avance un petit pas. Et je pense ça va être surprenant ce qui va sortir de l'OCM. Enfin, j'espère. C'est une bonne conclusion. On vous invitera à venir nous présenter ce qui ressort. Si on ne gagne pas, on boit un coup. Là, vous allez devoir y aller très vite. En tout cas, merci à tous. Michel, peut-être tu veux dire un peu. Non, je ne veux pas parler. Non, je ne veux pas parler particulièrement. Je me dis, si Eric doit s'en aller parce qu'on est serré, il y a 1 ou 2 autres personnes qui veulent s'exprimer. On est là. Ouais, on va faire le débat en ligne, mais effectivement, si après vous voulez échanger de façon plus informelle, ça va être grand. C'est pas très cavalier, mais il y a Michel qui n'a pas parlé. C'est comme ça, nous, ça va nous manquer quand même. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, on va remercier M. Andrieux. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous d'avoir assisté à ce débat. Et puis, je vous rappelle qu'il y a des fermes à aller visiter pendant encore 2 week-ends sur tout le territoire audois. Une journée passionnante le 6 mars, la semaine prochaine, sur les semences paysannes. On n'est pas beaucoup là, mais il y a des gens en ce moment qui... Moi, je veux dire, depuis le temps que on a mis sur la table de la PAC. C'est quand on vraiment finir sur une note comme ça. Oui. Ouais, on recule. Monsieur Andrieux, si vous voulez répondre. Oui. D'accompagnement, c'est ce qui a parlé, Michel, je crois, d'aide aux plus démunis, finalement, donc, un petit peu. Moi, je porte ça, peut-être vous ne savez pas, moi, je suis socialiste, hein, c'est comme ça, on ne se refait pas. Et donc j'ai porté le projet, j'avais porté dans la dernière présidentielle une grosse partie du programme présidentiel de Benoît Hamon, on l'a fait beaucoup, ça ne va pas servir à grand-chose, mais et donc j'avais porté là une idée de l'aide personnalisée à l'alimentation. Si j'avais convaincu Benoît de dire, Hamon, donc il y a un enjeu, tout le monde n'a pas accès aux produits quand on fait du bio, il y a le bio pour le PL, quoi. Si on considère que l'alimentation est un droit, ce que je crois, si vous voulez, et bien créons un droit à l'alimentation pour les plus démunis. Et bien donc, ça, au début, on me dit, mais t'es cinglé, c'est chèque à l'alimentation. Et je lis hier, si vous voulez, que le ministre donc, a avancé, qu'ils sont en train de mettre en place le chèque à l'alimentation donc, au niveau national, si j'ai bien lu. On est en train, comment dire, on est sur des prérequis qui datent, donc, hein, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Parce il y a urgence, oui. Voilà, mais là, le problème, la différence aujourd'hui, par rapport à ce que tu évoques là,
c'est l'urgence climatique. Ah oui. Je vous le dis, moi, c'est moi, parce que je dis, Il y a nous, on a le pas privilège de lire d'urgence beaucoup, climatique. finalement. Et donc là, je pense qu'effectivement, sur ce sujet-là, ce qui m'inquiète, vous voyez, donc voilà. Et là, il faut, oui, parce qu'aujourd'hui, j'entends partout.